À quel moment avez-vous vraiment compris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde? Mes parents ont prévenu les services sociaux contre moi parce que je m'occupais de leurs enfants depuis mes 13 ans, prétendant que j'avais dépassé les bornes et leur avais volé la possibilité d'être vraiment parent. Quand je leur ai demandé de penser à Jamie et Katie, ma mère a esquissé un sourire et m'a lancé « Ça ne s'arrêtera que quand l'un de nous cédera. Moi, je n'ai plus rien à perdre. » Je l'ai regardée, complètement abasourdie. C'était il y a 6 mois. Hier, elle a reçu ses résultats médicaux, s'est mise à trembler, et ça n'a pas cessé depuis. Le tout premier mot de mon petit frère Jamie n'a pas été « maman » ni « papa ». C'était mon prénom, Théo. Rien que ça devrait suffire à résumer mon enfance. Alors que les autres ados de mon âge ne pensaient qu'à savoir qui inviter au bal de promo, moi, je stressais pour préparer les déjeuners et vérifier que mes frères et sœurs faisaient bien leurs devoirs. Pourtant, je n'aurais échangé ma vie pour rien au monde, parce que voir Jamie et Katie sourire justifiait instantanément tous les sacrifices. Et puis, nos parents avaient toujours mieux à faire. Maman s'est découvert une passion dévorante pour les ventes pyramidales et les clubs de vin, alors que Jamie portait encore des couches. Elle s'enfermait dans le bureau à faire des tableaux de visualisation, tandis que Jamie pleurait dans son lit à barreaux. Papa, lui, trouvait son bonheur dans les déplacements professionnels avec sa secrétaire Rebecca, qui semblait indispensable à chacune de ses réunions. Franchement, je préférais encore ça, parce que ça m'a obligé à grandir plus vite, à faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire à mon âge. À chaque réunion parents-prof ou gala de danse de Katie oubliée par mes parents, c'est moi qui étais là. C'est moi qui avais la chance de voir leurs yeux briller de fierté. J'ai ouvert un livret d'épargne le jour de mes 16 ans. Chaque euro de mon job y passait, pour les moments où maman flamberait encore tout le budget course dans une énième combine douteuse. Pendant un temps, notre petite organisation tournait comme sur des roulettes. Je me levais à 5h30 pour préparer les repas et surveiller les devoirs alors que nos parents émergeaient, vaseux, de leur soirée de la veille. Les petits n'ont jamais eu faim, jamais raté un devoir, jamais manqué d'affection. Et pour moi, c'était l'essentiel. Puis, au diplôme de Jamie, tout a basculé. Pour une fois, la famille était réunie au complet. Maman avait troqué son legging contre une robe et papa avait rangé son portable pendant 10 minutes d'affilée. Assis au premier rang, ils agissaient comme s'ils avaient mérité d'être là, postant partout des photos de leur fils brillant. Quand Jamie a traversé la scène, j'avais les larmes aux yeux, comme si je voyais grandir mon propre enfant. Et après l'appel interminable des 5000 noms, je pensais qu'on allait enfin rentrer. Mais non, Jamie est remonté sur scène pour prononcer un discours. Ce discours n'est pas pour moi, a-t-il commencé. Il est pour la personne grâce à qui je suis là aujourd'hui. Il m'a cherché du regard dans la salle. Nos yeux se sont croisés. J'ai essuyé mes larmes, un peu gêné. Quand j'avais 6 ans, je me suis cassé le bras en tombant des barres de singe. C'est mon frère Théo qui m'a emmené à l'hôpital. Il n'avait que 13 ans et a dû convaincre les infirmières qu'il était assez responsable pour signer les papiers. Un silence pesant a envahi l'auditorium. On n'entendait même plus un froissement de programme. La plupart des enfants apprennent à faire du vélo avec leurs parents. Moi, c'est sur un parking désert, à 6h du matin, parce que Théo bossait de nuit pour m'acheter ce vélo, et que c'était notre seul moment libre. Le téléphone de maman a glissé de ses mains et a résonné sur le sol. J'ai vu la mâchoire de papa se contracter à tel point que son muscle saillait. Alors, maman, papa, a continué Jamie tout doucement, merci de m'avoir donné le meilleur modèle possible. Il a brandi son diplôme dans ma direction. Celui-là, Théo, il est autant à toi qu'à moi. Peut-être même plus à toi, parce que tu as sacrifié ton enfance pour nous élever. Des chuchotements se sont répandus dans la salle. Toute la famille se tournait vers mes parents. La bouche de tante Hélène était grande ouverte. Oncle Robert secouait la tête, comprenant enfin les absences répétées à nos repas de famille. Les applaudissements, d'abord timides, sont vite devenus assourdissants. Après la cérémonie, tout le monde s'est précipité vers nous. Pas vers nos parents, juste vers nous. Mamie a pris mon visage dans ses mains ridées, sanglotant qu'elle aurait dû comprendre plus tôt. On pensait juste que tu étais un grand frère serviable, pleurait-elle. Mes parents ont quitté la réception sans un bruit, leur belle façade définitivement écornée. Mais ils n'en avaient pas terminé avec moi. 48 heures après, alors que j'aidais Katie à répéter sa chorégraphie, la sonnette a retenti. 2 femmes en tailleur rose se tenaient sur le pas de la porte, leur badge des services sociaux bien en évidence, brillant sous le soleil. J'ai senti la panique monter, le sang glacé. Elles sont entrées sans un mot, photographiant tout, notant chaque détail sur leur carnet. Le tableau que j'avais fait pour suivre les traitements de Jamie devenait soudain une preuve de décision médicale non autorisée. Le calendrier familial et la liste des rendez-vous étaient une prise d'autorité parentale injustifiée. Même le frigo plein à craquer était perçu comme une façon maladroite de masquer une négligence. Là, tout s'est éclairé. En passant des coups de fil pour organiser un placement d'urgence, l'une d'elles a précisé « Oui, ce sont les parents biologiques qui nous ont alertés. Ils sont prêts à reprendre la garde tout de suite. » Katie s'est accrochée à ma jambe, ses petits doigts crispés sur mon jean tandis que les travailleuses photographiaient ses dessins accrochés au frigo. Elle murmurait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. L'agente la plus grande s'est penchée, son téléphone multipliant les clichés, puis elle s'est redressée et a noté quelque chose sur sa tablette. J'ai vu ses doigts s'agiter sur l'écran. Elle écrivait que le comportement de Katie pouvait être le signe d'un coaching par un frère ou une sœur. J'ai senti mon estomac se tordre en comprenant qu'elle retournait tout contre nous, jusqu'à la détresse d'une enfant cherchant juste du réconfort. Par la fenêtre, j'ai aperçu la Mercedes de papa entrer dans l'allée. Il est descendu, tiré à 4 épingles dans un costume gris anthracite que je ne lui connaissais pas, son téléphone à l'oreille. Maman est sortie côté passager, déjà affairée sur son portable.
En quelques secondes à peine, sa publication Facebook a surgi dans mes notifications. Je me bats pour mes enfants contre de fausses accusations. Merci de prier pour nous. J'ai parcouru le message en vitesse pendant que les assistantes sociales poursuivaient leur contrôle. Maman avait tagué 37 personnes, et allez savoir comment, elle s'était trompée sur le deuxième prénom de Jamie, écrivant Michael au lieu de Michel, alors que c'est elle qui lui avait donné ce prénom en hommage à son père. Papa, lui, a débarqué sans même prendre la peine de frapper. Sa voix avait la certitude de celui qui a répété son texte 100 fois. Il a enchaîné un laïus sur les droits parentaux et les procédures légales tout en extirpant des documents de sa mallette. Les travailleuses sociales, imperturbables, n'ont pas levé le nez de leur tablette. J'ai essayé d'expliquer à la plus jeune le tableau des médicaments, lui montrant ma codification par couleur pour éviter d'oublier le traitement de Jamie. Mes mains tremblaient alors que je lui montrais aussi les rappels programmés sur mon téléphone. Elle m'a demandé les papiers de procuration. Les mots sont restés bloqués. On n'y avait jamais songé. Pourquoi l'aurait-on fait? Je gérais tout depuis mes 13 ans. À ce moment-là, la voiture de mamie a foncé dans l'allée. Elle a débarqué dans la maison, réclamant qu'on lui confie les enfants sur le champ. Elle avait le visage écarlate et serrait une main contre sa poitrine. Soudain, elle a vacillé en cherchant un appui contre le mur. Il lui fallait son traitement pour le diabète. Je connaissais bien ces signaux. Sa glycémie chutait dangereusement. Les médicaments étaient dans son sac, mais il lui fallait aussi manger. J'ai jeté un regard entre elle et le classeur où j'archivais toutes ces années de paperasse. Chaque seconde à aider mamie était une seconde que maman pouvait exploiter pour retourner la situation. J'ai choisi mamie. J'ai attrapé ses médicaments, filé à la cuisine chercher du jus d'orange et des biscuits. Derrière moi, j'ai entendu la voix de maman, douce comme du miel, promettre à Katie un chiot si elle venait vivre chez maman et papa. Elle vantait déjà une chambre toute rose rien que pour elle. Et la petite voix de Katie a traversé la pièce. « Mais où dormira Théo ?» Maman a marqué un silence un peu trop long avant de se lancer dans la description d'un lit de princesse et de jouets. J'ai installé mamie sur une chaise de la cuisine, surveillant la couleur revenir sur son visage, tandis que chaque minute filait. Quand je suis revenu au salon, nos parents s'étaient déjà répandus dans le quartier comme une rumeur. Papa était sur la pelouse avec Madame Chen, notre voisine âgée, lui tendant un gobelet Starbucks tout en hochant la tête d'un air navré. Maman avait coincé les Johnson près de leur boîte aux lettres, déployant de grands gestes pour leur raconter qu'un aîné rebelle avait dépassé les limites. Mon téléphone a vibré, 3 urgences à gérer en même temps. L'école de Jamie réclamait un papier pour la sortie du lendemain. Le propriétaire voulait comprendre pourquoi le loyer avait pris 2 jours de retard. Les services sociaux exigeaient preuve de mon emploi et de mes ressources. Tout ça sous 10 minutes. J'ai d'abord réglé le loyer. J'ai couru jusqu'à mon ordi pour transférer l'argent de mon petit fonds d'urgence patientement constitué grâce à mes jobs. Les frais de retard grignoteraient notre budget course, mais il fallait d'abord garder un toit. En validant le paiement, j'ai remarqué que la conseillère qui le traitait, c'était Cheryl, celle du MLM de maman, la même qui vantait les huiles essentielles à la dernière réunion de l'APE. La consultation urgente chez l'avocat coûterait 300 €, l'argent prévu pour les cours de préparation au bac de Jamie. Je l'ai prise tout de même, sachant que les travailleurs sociaux considéreraient ce bricolage financier comme un signe d'instabilité. Chaque décision donnait l'impression de m'enfoncer un peu plus dans des sables mouvants. Le sang-froid de papa a craqué quand Katie a filé devant lui pour attraper son éléphant en peluche, l'appelant « Monsieur Tyler » au lieu de papa. Il est devenu livide, puis cramoisi, les mains tremblant sur ses tempes. La crise d'angoisse était bien réelle, ça se voyait. Même les travailleuses sociales ont arrêté de prendre des notes pour le regarder halter dans un sac en papier que maman venait de dégainer de son sac à main. Plus tard, alors que papa reprenait ses esprits sur le canapé, maman lui frottant le dos, Jamie m'a entraîné dans le couloir. Il avait les yeux rouges, mais voulait garder la tête haute. Il m'a expliqué que papa s'était excusé d'avoir raté tous ses matchs de baseball, qu'il faisait des efforts, qu'on méritait tous une seconde chance. J'ai serré les dents à en avoir un goût de fer, pendant que Jamie défendait l'homme qui avait toujours préféré ses voyages d'affaires aux anniversaires, mais je n'ai pas eu le cœur de briser l'espoir de Jamie, pas ce soir-là. Les travailleuses sociales ont demandé les dossiers médicaux des enfants. J'ai sorti le gros classeur que je tenais à jour depuis que j'avais pris les choses en main. En le feuilletant, je suis tombé sur un vieux compte-rendu des urgences, daté du 3e anniversaire de Katie. Une chute de vélo, des points de suture. Sur la ligne « Responsable légal », mon nom apparaissait, preuve que j'étais devenu parent à 15 ans. J'ai vite fait une photocopie et ajouté ça à ma pile de justificatifs. Il était 2h47 du matin. Je me souvenais très bien de cette nuit-là. Maman s'était endormie, peignoir taché de vin, papa était à Houston pour une conférence. Moi, j'avais tenu la main de Katie pendant qu'on lui posait 4 points au menton, lui chantant sa chanson préférée pour la rassurer. Ce soir-là, après le départ des travailleuses sociales et leurs tablettes pleines de comptes rendus déformés, j'ai réalisé que la couverture de réconfort de Katie était restée chez nos parents, celle dont elle ne se séparait jamais pour dormir. Elle était déjà anxieuse, s'acharnant sur ses ongles comme à chaque crise. J'ai attendu que la nuit tombe, puis j'ai franchi la clôture du jardin. Elle ne faisait qu'1,20 m. Je l'avais escaladée des dizaines de fois pour récupérer un ballon ou des jouets, mais cette fois, un détecteur de mouvement s'est déclenché. La caméra de la sonnette Ring s'est braquée sur moi, lumière bleue clignotante, tout était filmé. Le lendemain matin, le chaos était de mise. L'enseignante de Jamie a appelé. Il lui fallait absolument les bulletins scolaires des années précédentes pour compléter le dossier d'inscription à la fac, des documents nécessitant une autorisation parentale, celle de maman, puisque c'est son nom qui figure partout. Je l'ai suppliée de signer les autorisations, mais elle s'est contentée de sourire et de me dire qu'elle serait ravie de m'aider, à condition que ce malentendu soit dissipé.
Il suffisait, selon elle, que je reconnaisse avoir dépassé les bornes et que je cesse de faire obstacle à la réunion de la famille. Tante Hélène est arrivée dans l'après-midi, accompagnée d'un café et d'un air soucieux. Elle m'a installé dans la cuisine, à la même table où j'avais aidé Jamie à réviser ses tables de multiplication pendant des années. Ces mots semblaient tout droit sortis d'un scénario, évoquant la manière dont j'avais réagi à la mort de papy, fermé à toute aide, déterminé à tout gérer seul. J'avais 8 ans quand il est parti. Nos parents étaient à Las Vegas, injoignables. J'avais préparé des sandwichs pour Jamie et Katie, trouvé les mots pour les rassurer, inventé des histoires jusqu'à ce que mamie puisse arriver de Floride. Mais, dans la version de tante Hélène, j'étais celle qui voulait tout contrôler, incapable de recevoir du soutien, exactement comme aujourd'hui. Sur Facebook, la campagne de maman prenait de l'ampleur. Son post sur la guérison de notre famille avait récolté 147 j'aime et des dizaines de commentaires compatissants. Quand j'ai tenté d'apporter des précisions, de rappeler les années de négligence, ma réponse a été prise en capture d'écran et signalée pour harcèlement. Mon compte a été suspendu dans la journée. L'avocat que j'avais contacté a envoyé une mise en demeure à celui de mes parents. Leur réponse n'a pas tardé. Désormais, mes messages quotidiens pour prendre des nouvelles de Jamie et Katie passaient pour une campagne de harcèlement contre une famille qui ne cherchait qu'à se retrouver. Chaque message d'inquiétude devenait une preuve que je ne respectais pas les limites. Papa, lui, gardait la main sur la mutuelle des enfants via son entreprise. Quand le traitement de Jamie contre le TDAH a commencé à manquer, j'ai tenté de renouveler l'ordonnance, mais on m'a opposé une fin de non-recevoir. L'assurance de papa n'agissait qu'avec son accord explicite. Il m'a envoyé ses conditions par texto, tu arrêtes tout, tu reconnais que tu es allé trop loin, et il validerait le renouvellement. L'ordonnance de Jamie expirait dans 3 jours. J'ai passé 6 heures à la pharmacie à chercher une solution, à supplier pour des autorisations exceptionnelles. L'épuisement me tombait dessus comme une chape de plomb. Quand je me suis réveillé en sursaut, en larmes à cause d'un cauchemar, toujours assise dans la salle d'attente, la pharmacienne a échangé un regard inquiet avec sa collègue. J'ai vu ses doigts aller sur le clavier, sans doute pour noter un possible abus de médicaments. Sarah, ma meilleure amie depuis le collège, celle qui m'avait vu élever Jamie et Katie, qui apportait des sacs de courses quand j'étais à sec, qui me serrait contre elle quand je craquais, m'a donné rendez-vous autour d'un café. Ce jour-là, elle tenait sa tasse comme un rempart. Son mari, disait-elle, était inquiet. Si tu continues comme ça, si tu t'obstines à contester leurs droits parentaux, on ne pourra plus te confier nos enfants. C'est trop risqué, trop lourd. Elle pleurait en le disant, mais elle l'a dit quand même. Les rumeurs ont commencé à circuler dans le quartier, des conversations qui s'interrompaient à mon passage, des regards qui pesaient jusqu'à la boîte aux lettres. Puis quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran du groupe Facebook local. Il n'y a pas d'autres personnes qui s'inquiètent de la situation avec Théo? Le post comptait déjà 89 commentaires. Les voisins débattaient de ma santé mentale, de ma capacité à garder des enfants, de la nécessité d'agir. Maman prétendait avoir assisté à la fête de la science de Jamie il y a 2 mois. À l'appui, elle publiait des photos, son bras autour de Jamie dans le gymnase. Mais la date ne collait pas. Ces images datèrent de l'année précédente, la même semaine où elle postait des clichés de son voyage à Vegas, cocktail à la main au bord de la piscine, pendant que Jamie présentait son exposé sur les énergies renouvelables devant des rangées de chaises vides. Mon collègue Brad a eu droit à un autre volet du spectacle. Maman lui avait proposé ses services de conseillère financière, lui expliquant comment déduire tout son bureau à domicile, voire même sa voiture. Une sorte de fraude fiscale façon MLM, déguisée en expertise. Quand j'ai prouvé que maman avait menti sur la fête de la science, en montrant la différence de date, une vérité plus gênante m'a frappé. Moi non plus. Je n'y étais pas. Je bossais sans relâche pour payer les costumes de danse de Katie. La voix douce de Jamie est venue balayer mon sentiment d'avoir eu raison. Au moins, toi, tu m'as expliqué pourquoi tu ne pouvais pas venir. Ces petites victoires avaient un goût amer. L'enseignante de Jamie a accepté d'écrire une lettre de soutien pour notre dossier. J'ai fêté ça avec un verre de vin, le premier depuis des mois, en regardant par la fenêtre de la cuisine. De là, j'ai aperçu ma voisine qui pointait son téléphone sur moi. Le lendemain, j'étais la cible d'une nouvelle preuve de mon soi-disant problème d'alcool. Le dernier message de maman cette semaine-là fut bref et sans appel. Ça ne s'arrêtera que quand l'une de nous abandonnera. Je n'ai plus rien à perdre. Elle se trompait sur ce point. Mais sur le reste, elle avait raison. Il faudrait qu'une de nous lâche. Et moi, j'avais élevé 2 enfants, des couches jusqu'au diplôme, survécu avec 3 heures de sommeil et des pâtes instantanées. J'avais sacrifié mon enfance pour leur offrir la leur. Abandonné, je ne savais pas faire. La semaine suivante, papa est arrivé au studio de danse de Katie avec une nouvelle personne. Ma collègue Melissa a fait son entrée, main dans la main avec lui, sa robe d'été parfaitement assortie au juste corps de Katie. Elle s'est accroupie près de la petite, assortie de son sac un vieux tome de Junie B. Jones. Les yeux de Katie brillaient pendant qu'elle tournait les pages abîmées et partageait leurs passages préférés. Je les observais depuis la salle des parents, Melissa tressant les cheveux de Katie avant le cours, exactement comme je lui avais appris l'année précédente. Papa, en retrait, filmait la scène. Les autres parents jetèrent des regards en coin, manifestement au courant de la situation grâce au ragot du coin. Après le cours, Katie a couru vers moi puis s'est figée en voyant papa attendre. Melissa lui a offert un nouveau Junie B. Jones encore sous plastique. Katie l'a serré contre elle, lançant des regards hésitants entre nous trois, le visage traversé par la confusion. Ce soir-là, je me suis retrouvé à faire défiler de vieux messages, à la recherche de n'importe quoi qui pourrait m'aider. Mais je suis tombé sur des conversations oubliées. 3 ans plus tôt, j'avais dit à maman que je m'occupais du coucher pour qu'elle puisse se reposer, et elle m'avait remercié des centaines de fois.
Aujourd'hui, son avocate soutient que je l'aurais systématiquement écarté de son rôle de mère. Mon téléphone a vibré, un numéro inconnu, une notification. On venait de me transférer une capture d'écran d'une conversation de groupe à laquelle je n'avais pas accès. Mon ancien message à une amie de lycée apparaissait « Parfois, j'aimerais juste être une ado normale ». Il datait de 2 semaines après que j'avais commencé à bosser de nuit pour payer la thérapie de Jamie. Juste en dessous, quelqu'un avait commenté ma rancœur envers mes frères et sœurs. L'audience préliminaire pour la garde des enfants est tombée plus vite que prévu. Katie a été reçue seule dans le bureau du juge pour son entretien pendant que nous attendions tendus dans le couloir. Quand elle est ressortie, le visage rouge et bouffi, l'intervenante a chuchoté quelques mots au juge qui s'est empressé de les noter sur son carnet. Plus tard, on a découvert que les propos anodins de Katie avaient été utilisés contre moi. Elle avait dit que je verrouillais la porte quand maman essayait d'entrer la nuit. Elle ne savait pas qu'elle décrivait ces soirées où maman rentrait ivre, réclamant les enfants au milieu de la nuit. Katie n'en gardait que le souvenir que je lui donnais. Maman est malade. Elle doit dormir. Mon avocate a alors réclamé les anciennes vidéos du babyphone à partir du système de sécurité familiale. Ce qu'on y a trouvé m'a brisé le cœur. On me voyait, ado, en train de bercer Jamie, changer ses couches, préparer ses biberons. En fond sonore, les fêtes de nos parents. Des rires, de la musique, des verres qui s'entrechoquent. L'horodatage affichait 1h47, en pleine semaine de classe. La médiatrice familiale a visionné les images, le front soucieux. Elle a noté la parentification, cette inversion des rôles où l'enfant devient parent de ses frères et sœurs. Puis elle s'est tournée vers moi pour m'expliquer que la négligence de mes parents m'avait obligé à endosser un rôle inadapté à mon âge. Mais au lieu d'en tenir rigueur à mes parents, elle a souligné que j'avais continué ce schéma en ne cherchant pas d'aide plus tôt. Je me suis souvenu du mot de passe Amazon de maman, après des années à commander ses fournitures scolaires. Une nuit, je me suis connecté à son compte et j'ai téléchargé 5 ans d'historique d'achat. C'était édifiant. Des abonnements au vin, des accessoires de bar, des décorations de fête. À côté de ça, presque pas de couches, aucune trace de lait en poudre. L'autocomplétion du navigateur en disait long. En tapant 20, on tombait sur des lots de tire-bouchons, des détachants, une armoire à vin. Les bébés ou couches, rien ne s'affichait. Le profil LinkedIn de papa racontait une toute autre histoire que celle qu'il servait au tribunal. Son parcours pro affichait de longs blancs, pile aux moments importants de nos vies. L'hospitalisation de Jamie pour une pneumonie, par exemple, coïncidait avec une soi-disant conférence à Denver. Le premier jour de maternelle de Katie, avec un rendez-vous client à Seattle. Mais la conférence était en ligne et le rendez-vous avait été reporté. Il avait simplement choisi de ne pas être là. J'ai tout rassemblé dans un dossier, croisé les dates avec les photos de famille. Le schéma sautait aux yeux. À chaque étape, chaque urgence, chaque occasion importante, nos parents brillaient par leur absence. Mais sur les réseaux sociaux, le tableau était tout autre. Des publications soigneusement sélectionnées de moments en famille, avec des photos que j'avais prises, puis recadrées pour me faire disparaître. Mon ancienne psy a reçu une convocation à venir témoigner sur nos séances, quand j'avais 16 ans. Je l'avais rencontrée grâce à un programme du lycée, parce qu'un prof m'avait surprise, épuisée, en train de m'endormir en cours. Le tribunal aurait accès à tout ce que je lui avais confié. Ce sentiment d'être un parent à la place des parents, la pression constante, l'envie profonde de pouvoir simplement être une gamine normale. À une réunion stratégique, mon avocat n'a pas mâché ses mots. Pour le tribunal, mes efforts risquèrent de passer non pas pour de la protection, mais comme une façon de permettre à mes parents de se décharger de leurs responsabilités sans jamais en payer le prix. À force de tout prendre en main, je leur avais offert l'occasion de disparaître sans être inquiété. Cette logique me rendait folle. J'ai tenté d'enregistrer une conversation avec maman dans un café. Mon téléphone posé contre la table, l'appli dictaphone en marche. Mais elle a repéré la lumière de l'écran, m'a lancé un sourire triste, a secoué la tête, puis s'est exprimée à voix haute. Tu surveilles toujours tout. Tu enregistres tout. Tu veux toujours nous faire passer pour les monstres. Le prochain ramassage scolaire a été une épreuve. J'étais garé de l'autre côté de la rue, les yeux rivés sur l'horloge qui dépassait 15h15. Le règlement était pourtant clair. Seuls les tuteurs autorisés pouvaient récupérer les enfants. À 15h27, la voiture de maman est enfin arrivée. Elle a salué les autres parents comme si de rien n'était, comme si attendre seule et anxieuse n'avait pas compté pour Katie. Un jour, la maîtresse de Jamie m'a prise à part à la sortie de l'école. Elle avait toujours été l'une de nos rares alliées, prête à témoigner pour toutes les réunions parents-profs auxquelles j'avais assisté seule. Mais ce jour-là, son visage était fermé. Elle m'a confié que la direction lui avait demandé de ne pas s'en mêler. Elle avait 3 enfants à elle. Elle ne pouvait pas risquer sa place. Elle m'a serré la main, puis s'est éloignée. Ce sont ces petits gestes qui font le plus mal. Maman s'est mise à porter le parfum de notre grand-mère. Elle avait retrouvé la vieille tasse à fleurs de mamie, celle qu'elle utilisait désormais pendant les visites surveillées. Elle s'asseyait même à la place de mamie à la cuisine, reproduisant sans s'en rendre compte ses manies. L'avocat de mes parents a envoyé une proposition d'accord. Ils acceptaient des visites surveillées à condition que je retire toutes les accusations de négligence et que je reconnaisse publiquement avoir dépassé les bornes. Le document contenait déjà une déclaration toute faite, expliquant que j'avais mal compris leur façon d'éduquer et que j'avais besoin d'aide pour reprendre ma place de sœur, pas de mère. J'ai déchiré la lettre en 1000 morceaux, puis je l'ai recollée minutieusement. Une preuve de plus de leur manipulation. La preuve qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Les images de vidéosurveillance de la pharmacie dont je me souvenais ne venaient pas du bon endroit. En retrouvant finalement les bonnes, j'ai découvert bien pire. On voyait maman acheter du vin et des tickets de loto pendant que Jamie l'attendait dans la voiture, fiévreux, à plus de 39 degrés. L'horodatage correspondait au dossier du pédiatre sur le retard de prise en charge. La prof d'art plastique de Katie est tombée sur quelque chose en rangeant la salle.
En fouillant dans le casier de Katie, elle a trouvé, planqués sous des feuilles, des dizaines de dessins. On y voyait des scènes de notre quotidien. Moi en train de préparer le petit déjeuner, moi l'aidant pour ses devoirs, moi l'aborder le soir. Et toujours, dans un coin, deux petites silhouettes étiquetées « Maman » et « Papa », chacun de leur côté, l'air ailleurs, un verre de vin ou un téléphone greffé à la main. C'est un peu par hasard que la vérité sur les fausses ordonnances de maman a éclaté. En relisant les tableaux de médicaments photographiés par les services sociaux, j'ai remarqué que les numéros d'ordonnance ne collaient pas. En recoupant avec la pharmacie, j'ai découvert que maman trafiquait des ordonnances d'antidouleurs à nos noms. Ce que tout le monde prenait pour la preuve que je gérais les médicaments était en fait le signe de sa dépendance. Mamie s'est retrouvée face à un dilemme insoluble. Me soutenir aurait pu lui coûter sa relation avec maman et l'accès à ses petits-enfants. Je l'ai trouvée en larmes dans sa cuisine, serrant une vieille photo de Jamie bébé. Elle m'a confié qu'elle ne pourrait pas supporter de nous perdre encore une fois, pas après tout ce qu'elle avait déjà traversé. Alors, officiellement, elle a choisi de soutenir nos parents, mais en douce, avant que je parte, elle m'a glissé une clé de son classeur. Dedans, j'ai trouvé des années de lettres échangées entre mamie et d'autres membres de la famille, tous inquiets pour nous. Il y avait des courriers de tante Hélène au sujet de l'alcool de maman, des mails d'oncle Robert sur les priorités de papa, une carte de Noël de notre grand-père disparu, avec ce mot griffonné « Ces enfants ont besoin de toi ». N'attends pas trop longtemps. J'ai commencé à jouer le jeu de maman. Sur les réseaux, mes publications sont devenues moins sur la défensive, plus pleines d'espoir. J'écrivais sur mes prières pour la guérison, sur mon envie de retrouver l'harmonie. Parallèlement, je faisais des captures d'écran, je notais chaque échange, j'accumulais les preuves avec minutie. J'ai appris à sourire en construisant mon dossier. Ma rencontre avec Rebecca s'est faite par coïncidence en allant chercher un café. Elle est entrée en parlant fort au téléphone de ses projets du week-end. Je me suis approché tranquillement, lançant une banalité sur le temps, pendant qu'elle se détendait, loin d'imaginer que je prenais en photo sa voiture à travers la vitre. Sur le tableau de bord, on voyait afficher l'emploi du temps de baseball de Jamie, juste à côté d'un badge de parking du bureau de papa. Notre compte iCloud partagé s'est transformé en coffre au trésor oublié. Des années de photos, des souvenirs que nos parents avaient zappés. Maman effondrée sur le canapé tandis que la petite Katie jouait seule, les voyages d'affaires de papa avec Rebecca, leurs dîners en amoureuse immortalisés, le premier jour d'école de Jamie où, sur les photos, il n'y a que moi. J'ai tout copié avant qu'ils aient l'idée de me bloquer l'accès. La bataille pour la garde a pris une autre dimension quand le père biologique de Jamie est sorti de prison. On n'avait jamais su que papa n'était pas son vrai père. Du jour au lendemain, cet inconnu a exigé un droit de visite, et notre affaire s'est transformée en règlement de compte à trois. Le tribunal devait trancher sur son sort en même temps que sur le nôtre. Se battre sur tous les fronts obligeait à faire des choix. Le rendez-vous de Katie chez la psy est tombé en même temps qu'une date clé au tribunal. J'ai choisi de déposer mon dossier en sachant très bien que ça ferait tâche dans le dossier médical de Katie, comme une absence injustifiée, une preuve de plus que je n'étais pas la tutrice modèle que je voulais paraître. La pression financière est devenue intenable. Toutes mes économies, patiemment mises de côté, sont parties dans les frais d'avocat. Pendant ce temps, maman s'est servie du capital d'essai de papa, de l'argent censé financer nos études, pour s'offrir un cabinet d'avocats de renom. Je me sentais me noyer à petit feu, impuissante. L'affrontement dans la pizzeria préférée de Jamie a démarré calmement. J'avais invité Jamie à dîner, mais nos parents sont arrivés accompagnés de leur avocat. Les voix ont vite monté, tout le monde nous observait, et papa a fini par cogner sur le comptoir, effrayant le personnel. Le patron nous a virés, et Jamie a perdu son refuge parce que les adultes n'ont pas su se tenir. Perdre mon travail est devenu inévitable. Les convocations, le stress, les appels à répétition, tout ça a fini par lasser mon employeur. Ils ont parlé de décision d'un commun accord, mais je n'étais pas dupe. Ce qui m'a le plus blessé, c'est l'arrivée de ma remplaçante, Mélissa. Elle a refait mon bureau le jour même, accrochant des photos d'elle avec papa, comme si tout était déjà joué. Certaines nuits, je dormais dans ma voiture devant l'école. Je me racontais que je faisais le guet pour protéger les enfants, mais en réalité, je n'avais plus nulle part où aller. Mon appartement me paraissait vide sans eux. Pendant ce temps, nos parents faisèrent de la chambre de Katie une salle de jeu, effaçant tout ce qui rappelait son passage, comme si elle n'y avait jamais vécu. Un matin, oncle Robert m'a retrouvé sur le parking. Il avait pris un coup de vieux, usé par toutes ces histoires de famille. Il m'a supplié de laisser tomber, m'a dit que je faisais trop de mal à maman avec tout ça. Il n'a jamais parlé de ce que j'avais enduré, ni du fait que les choix de maman auraient pu lui faire perdre ses enfants par pure négligence. En creusant dans le passé de nos parents, j'ai découvert un enchaînement de drames. L'institutrice de Jamie a été suspendue pour ne pas avoir signalé ses soupçons de maltraitance, alors qu'elle essayait d'aider à sa façon. Sa fille lui a demandé pourquoi maman pleurait à table. Son mari a demandé la séparation, usé par toutes ces histoires. Encore une famille brisée à cause de la nôtre. Mais j'ai continué. J'ai tout noté. Les mensonges, les manipulations, les ratés. Même le jour où Sarah m'a retrouvé sur le parking du Walmart pour me demander si j'étais vraiment certaine que nos parents avaient échangé, même quand je n'ai pas su répondre sur le coup, rongé par le doute. Même quand les preuves montraient que moi aussi j'avais échoué. Ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est de découvrir la rédaction de Jamie, transmise par son enseignante au tribunal. Elle s'intitulait « Ce qui me rend triste ». D'une écriture soignée, il y racontait ce sentiment d'invisibilité, ce désir d'exister enfin aux yeux de quelqu'un, pour ce qu'il est, pas pour ses résultats ni son comportement. Je ne l'avais jamais vu. J'étais tellement absorbé par l'idée de lui assurer un peu d'argent pour le déjeuner que je n'ai même pas vu qu'il était en train de s'effondrer. L'avocat de nos parents a saisi le tribunal en urgence pour avancer la date du procès.
Ils savaient très bien que mon avocat avait réservé ses vacances aux Bermudes depuis des mois. Ils avaient fouillé son agenda, ourdi leurs plans en fonction, la guerre judiciaire dans toute sa splendeur, l'arme du droit brandie sans scrupule. Parcourir les vieux carnets de maman m'a ouvert les yeux sur une réalité douloureuse. Elle avait sincèrement voulu être une mère digne de ce nom. Dans les pages de la première année de Jamie, on sentait cet amour véritable, cette envie de bien faire. Puis peu à peu, l'addiction s'est immiscée, d'abord insidieusement, puis tout a basculé d'un coup. Les combines et le vin sont rapidement devenus une échappatoire plus facile que de faire face à ses propres échecs. À ses yeux, je n'avais rien réparé. J'avais juste gâché sa chance de repartir à zéro. La colère de papa prenait une toute autre dimension quand je la voyais à travers le filtre de la culpabilité. Chacune de ses accusations était en fait tournée contre lui-même. J'étais une cible bien plus commode que son propre reflet. Reconnaître que j'avais élevé ses enfants revenait à admettre qu'il les avait abandonnés. Sa rage était moins une vertu qu'un réflexe de survie. La trahison de Jamie, cette brèche dans notre confiance, m'a laissé un goût particulièrement amer. Dans ses notes de thérapie, il avouait être écartelé entre sa loyauté envers moi et son désir de renouer avec nos parents. Pour prouver la négligence, il a fallu que j'expose devant tout le monde ses pensées les plus intimes. Encore une victime de cette guerre absurde, la complicité sacrée entre frères et sœurs sacrifiés sur l'autel du combat. Je ne me reconnaissais plus, à force de tout documenter, de douter de chacun, de tout envisager comme une potentielle preuve à produire. Chaque geste de gentillesse me semblait suspect, chaque mot pouvait dissimuler une arrière-pensée. L'ancien Théo, celui qui donnait un coup de main pour les devoirs et aimait sans compter, s'est éteint ce jour-là au tribunal. À sa place, il ne restait qu'un survivant, lucide sur la nécessité de se blinder pour protéger les siens. Pour obtenir le témoignage de l'institutrice de Katie, j'ai utilisé une pression dont je ne me serais jamais cru capable. Je connaissais l'histoire du retrait de permis de son mari, qu'il avait caché à son employeur. L'allusion pesait lourd pendant notre échange. Elle a accepté de témoigner, le regard chargé de haine. Encore un pont brûlé, sacrifié soi-disant au nom de l'intérêt général. Même les petites victoires, comme cette suspension du droit de visite, avaient un goût de cendre. Depuis la voiture, je regardais papa apprendre à Jamie à lancer un ballon au parc. Ils avaient tous les deux les lunettes de soleil, mais leurs épaules en disaient long sur leurs sanglots. Ils pleuraient, tentant de recoller les morceaux de 13 ans d'absence. J'aurais dû me sentir vainqueur, et pourtant j'avais juste l'impression de contempler la défaite de tout le monde. La riposte de nos parents gagnait en intensité chaque semaine. Leur avocat dressait le portrait d'un jeune adulte déséquilibré, persuadé d'être le sauveur, qui avait davantage besoin d'une thérapie que de la garde de ses frères et sœurs. Ils n'étaient pas des parents indignes. Non, c'était moi, l'enfant trop zélé, qui ne savait pas lâcher prise. Leur version tenait la route, c'était simple et convaincant. Tout se jouait désormais sur la vie du docteur Patterson. Le psychologue mandaté par le tribunal devait interroger tout le monde et rendre son verdict. Notre avenir reposait entre les mains d'un inconnu qui allait tenter de saisir en quelques heures la complexité de 13 ans d'histoire familiale. Le passé planait sur chaque échange, impossible à oublier. Un jour, le fils du dealer de maman m'a abordé à l'épicerie pour savoir pourquoi je ne venais plus. À l'époque, je le gardais gratuitement quand sa mère avait besoin d'un coup de main, persuadé qu'être gentil ne demandait rien en retour. Aujourd'hui, c'était elle qui détenait un pouvoir, une connaissance embarrassante de nos secrets de famille qui pouvait m'exposer. Mon ancien patron m'a proposé de reprendre mon poste, à condition de laisser tout ce fatras familial de côté, de me concentrer sur le boulot, comme si de rien n'était. L'offre tenait 48 heures, juste assez pour donner l'illusion d'une planche de salut, mais pas assez pour savoir comment se terminerait la bataille pour la garde. Les mots du juge lors d'une audience préliminaire m'ont glacé. L'amour ne suffisait pas. Il fallait des preuves concrètes de stabilité, de limites claires, et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutes ces nuits blanches passées à veiller, tous les sacrifices, ça ne comptait que pour moi. Le tribunal ne jugeait que des faits. La sœur de maman, avec qui elle n'avait plus de contact, est sortie de l'ombre après des années. Elle m'était redevable. Je l'avais aidée à financer sa cure quand personne n'aurait bougé. Sa façon de me remercier a été de me livrer la vérité familiale, des piles de documents retraçant le parcours de maman sur des décennies. Elle n'oserait jamais témoigner en personne, incapable d'affronter sa sœur devant le tribunal, mais les papiers qu'elle m'a remis étaient accablants. On y découvrait les choix délibérés de maman, qui avait préféré rester avec un mari absent pour la maison et l'assurance, choisir le confort matériel au détriment de l'équilibre de ses enfants. Chaque verre de vin était un choix. Chaque spectacle manqué révélait ses vraies priorités. La marque des blessures familiales transparaissait à chaque page. Le père de maman avait lui aussi sombré dans l'alcool, délaissant ses enfants pour la bouteille. Elle avait juré de faire mieux, et puis elle avait reproduit le même schéma. Le cycle de l'addiction et de la négligence se répétait, génération après génération, et elle savait intimement ce que c'était d'être laissée de côté. Mais ça ne l'a pas empêché de faire pareil. Trouver le carnet de maman, c'était comme tomber sur le plan détaillé de son âme. Caché dans le classeur de grand-mère, ces pages d'il y a 10 ans étaient sans filtre, d'une franchise brutale. Elle avouait m'avoir tout laissé gérer parce que c'était plus facile. Elle reconnaissait ses faiblesses tout en continuant à les commettre. Cette lucidité rendait la chose encore plus douloureuse. Sa peur et son dégoût d'elle-même suintaient à chaque mot. Elle avait conscience qu'elle échouait, mais elle n'arrivait pas à s'arrêter. Le vin étouffait la honte, qui en ramenait d'autant plus, appelant encore plus de vin. Dans sa logique déformée, je n'avais rien sauvé du tout. J'avais juste précipité sa chute en l'empêchant d'en subir les conséquences. J'ai compris ça lors d'une nuit blanche. Maman avait choisi l'alcool plutôt que ses enfants, exactement comme son père avant elle. Elle connaissait cette douleur par cœur. Elle avait juré de briser la chaîne, mais au final, elle l'a perfectionnée, l'a polie, l'a rendue presque présentable grâce au club de vin et aux ventes pyramidales.
J'avais décidé de mettre un terme à ce cercle vicieux, coûte que coûte, quitte à perdre Jamie et Katie au profit du système, quitte à mettre en péril toutes mes relations. Il fallait que tout s'arrête avec moi. Le témoignage de papa a enfin mis en lumière une négligence volontaire, preuves à l'appui. Il avait prétendu assister à une conférence à Chicago pendant que Jamie était hospitalisé, mais la conférence avait été annulée à cause du mauvais temps. Il y est tout de même allé, passant 3 jours avec Rebecca alors que son fils peinait à respirer dans un lit d'hôpital. Quand j'ai présenté ces éléments, je n'ai ressenti aucun soulagement, aucune satisfaction. Voir papa réaliser qu'il était pris au piège ne m'a apporté aucune joie. Ses épaules se sont affaissées pendant que son avocat lui glissait des mots à l'oreille. Je suis resté calme, professionnel. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de sécurité. À mesure que les témoignages s'accumulaient et se recoupaient, le constat devenait implacable. Enseignants, médecins, voisins, tous décrivaient la même situation, celle de 2 parents défaillants et d'un adolescent dépassé, tentant désespérément de maintenir la famille à flot. Les preuves étaient irréfutables, mais je n'ai ressenti aucune victoire, juste une immense fatigue. Le rapport du docteur Patterson planait comme une menace constante. Les 2 parties affûtaient leurs arguments, rassemblaient tout ce qui pouvait soutenir leur cause. Des semaines de combats juridiques allaient finalement dépendre du regard d'un seul expert. Les ultimes préparatifs ressemblaient à l'organisation d'un champ de bataille, les avocats peaufinant leur stratégie, les pièces classées, les témoins briefés. Pourtant, derrière toute cette agitation, une évidence restait. 3 enfants avaient besoin d'un foyer sûr et stable. Le reste n'était que du bruit. Cette guerre nous avait tous changés. Les mains de maman tremblaient à cause du sevrage. Papa avait pris 15 kilos à force de stress. J'avais perdu tellement de cheveux que Katie m'a demandé si j'étais malade. On se détruisait tous pour prouver qui méritait d'être détruit. Mais j'avais traversé pire. J'avais élevé 2 enfants seuls avec un SMIC et une détermination à toute épreuve. J'avais sacrifié ma jeunesse pour qu'ils aient la leur. Ce n'était qu'un sacrifice de plus dans une existence faite de renoncement. La guerre n'était pas terminée, mais je tenais toujours debout.